Chers amis, chers collègues, ok, bonjour. Tu sais que comment tu t'appelles déjà? Ok, tu travailles où? Ok, Erwan Oller. Ok, nous allons commencer la session sur la bactériologie clinique. Et vous avez comme modérateur pour cette session notre collègue qui vient de la Polynésie française, Erwan Oller, et moi-même, Amir Andrea, je viens de Madagascar. Notre premier intervenant pour cette session, c'est le professeur Pierre Tatvin. Il va nous parler de la prise en charge des bactériémies à Staphylococcus aureus. Nous sommes tout ouïs et j'ai l'honneur de donner la parole à notre intervenant. Merci beaucoup, Mamie. Alors, si vous voulez bien mes diapositives. Donc, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard. Hein. Les sessions à côté ont déjà une demi-journée d'avance. Et je voudrais surtout remercier les organisateurs pour le magnifique colloque, surtout la façon dont c'est articulé et le grand plaisir de rencontrer plein de nouveaux collègues de l'océan Indien que je ne connaissais pas très bien auparavant et avec qui on a vraiment eu des discussions passionnantes et des très bons moments aussi. Donc moi je vais parler d'une manière un peu générale des bactériémies à Staphylococcus aureus, sachant que juste après on aura la présentation de la situation épidémiologique à Mayotte, donc ce sera intéressant de connaître mieux la situation locale. Donc moi je travaille dans un service de maladies infectieuses et réanimation médicale au CHU de Rennes et je suis un des partenaires de ce magnifique colloque, même si je n'ai pas une action majeure, au nom de la SPILF dont je suis le vice-président. Alors pourquoi c'est intéressant de parler du staphylocoque doré? Je commence par quelques généralités, mais je vois que j'ai surtout des gens très experts sur le sujet. C'est vraiment une bactérie particulière, puisque à la fois il est capable de coloniser un tiers de la population en bonne santé. S'il commence à être pathogène, ça peut être juste un petit bouton, c'est typiquement la bactérie du furoncle de temps en temps. Et puis s'il est un peu plus pathogène et qu'il devient invasif, c'est une des bactéries qui tue le plus, puisqu'avant qu'on ait les antibiotiques, il y a des études à Boston, par exemple, juste avant qu'on ait accès à la pénicilline, qui montraient que la mortalité spontanée des bactéries à Staph doré, c'est au moins 80%. Et il arrive à faire ça, donc à combiner à la fois le fait de pouvoir coloniser sans rendre les gens malades pendant des dizaines d'années, voire toute la vie des patients, et en même temps, une fois qu'il a passé les barrières, de tout casser dans l'organisme. C'est une des bactéries les plus agressives au stade invasif, parce qu'il arrive à réguler pas mal de choses, des éléments génétiques mobiles, notamment qui peuvent lui faire la résistance, pardon. Hop, c'est pas grave, il y a un truc qui a sauté, mais c'est pas grave, mais aussi des gènes de résistance, c'est une des bactéries qui fait beaucoup de résistance. Et comment est-ce qu'il arrive à moduler tout ça? Ça, c'est de la bactério un peu basique, fait par un non-bactériologiste, mais qui permet de mieux comprendre. C'est ce que les microbiologistes appellent le quorum sensing. C'est-à-dire qu'il va adapter son comportement et ce qu'il va produire en termes de protéines, en termes de facteurs de virulence, à la situation locale. Et je crois que le pointeur ne marche pas, mais en gros, la partie gauche, c'est très schématique. Mais la partie gauche, quand le staphylocoque doré arrive quelque part et qu'il décide de coloniser, il va surtout exprimer des protéines qui font qu'il ne va pas être reconnu. Il va bloquer la réponse immunitaire, il ne va rien attaquer, et c'est comme ça qu'on se retrouve tous, au moins une fois dans sa vie, colonisés de manière prolongée à staphylocoque doré. Et le quorum sensing, comme son nom l'indique, c'est que quand la croissance a dépassé un certain seuil et qu'il commence à se retrouver en surpopulation locale, il y a un échange de petits peptides que les bactéries fabriquent et qui émet un signal qui leur fait comprendre qu'ils sont trop nombreux et qu'il faut qu'ils aillent ailleurs, pour récupérer d'autres moyens de manger, pour aller s'installer ailleurs, pour aller coloniser ailleurs, puis faire des infections. Et là, il bascule complètement la production de ce qu'il fait. Et là, il fait des toxines, comme la toxine de pentonvalentine, qu'on connaît bien. Mais dans le principe, c'est de détruire les tissus sur lesquels il était installé, parfois depuis plusieurs mois, pour récupérer de quoi s'alimenter, et puis pour passer dans le sang, pour aller s'installer ailleurs. Et du coup, ça, c'est des diapos que j'ai empruntés à Frédéric Laurent qui raconte ça très bien. C'est que soit ça colonise, et donc on peut en avoir partout, c'est un tiers de la population. En termes de transmission, c'est la meilleure bactérie. Avant qu'on utilise des solutions hydroalcooliques, c'était la première bactérie que vous aviez une chance d'attraper à l'hôpital si vous étiez soigné, quelle que soit la raison de rentrer. Et puis après, il y a plein de facteurs de virulence. Alors, il a fait des beaux dessins, je les prends à chaque fois. Soit des adhésines pour s'accrocher au matériel, soit des toxines pour détruire les tissus, du biofilm pour rester sur le matériel étranger, et puis de l'internalisation qui peut permettre à du staph doré de se réveiller 20 ans après l'infection initiale dans certaines situations.
Les bactériémies à staph doré, il y a une étude qui montre bien à quel point c'est vraiment la première cause de mortalité par bactériémie dans le monde. Ça, c'est une étude qui vient d'Amérique du Nord. Donc en abscisse, vous avez le nombre de bactériémies, de patients ayant présenté une bactériémie sur une année donnée. Donc vous voyez que Escherichia coli est un peu plus que staphylocoque doré. Mais sur les ordonnées, vous avez la mortalité de chaque épisode. Et là, comme le staph doré, il est à 30% de mortalité. Le diamètre du cercle, qui représente à la fois le nombre et l'impact sur les populations, montre que c'est largement au-dessus. C'est donc la bactériémie qui tue le plus. Et au niveau mondial, c'est une étude de AMR Collaborators où ils ont essayé de regarder quelle est la bactérie qui tue le plus dans le monde en fonction de plein de données locales. Donc en fait, ils ont pris des métadonnées, ils ont tout analysé. Et vous voyez la carte du monde, sans rentrer dans le détail, tout ce qui est vert sont des pays dans lesquels staphylocoque doré est la bactérie numéro 1 à l'origine des décès. Et vous voyez, alors quand c'est assuré comme vers le bas, c'est la numéro 1 aussi, mais c'est plus de 25 décès pour 100 000 habitants par an. Donc c'est les pays qui non seulement ont beaucoup de staphylocoque doré, mais qui en plus ont du mal à soigner les gens quand ils sont infectés. Et puis dernier point inquiétant avec les bactéries à staph doré, c'est que c'est clairement une maladie infectieuse émergente. Ça, c'est des chiffres de l'ECDC. Ils ont tout un réseau d'hôpital qui déclare ces bactériémies tous les ans. Et vous voyez qu'entre 2005 et 2018, ils étaient à peu près à 10 000 bactériémies par an. Ils sont à plus de 20 000. Donc ça a doublé l'incidence des bactériémies à staph doré. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est pareil ici, mais nous maintenant en Europe, quand on fait la visite dans le service de maladies infectieuses, c'est pas rare qu'on ait un tiers des patients qui soient là pour une bactériémie à staph doré. Avec autre chose, mais la bactériémie à staph doré est vraiment devenue une maladie de plus en plus fréquente, sans doute parce qu'on a des patients de plus en plus à risque, qu'on met des cathéters, qu'on met des pacemakers, etc. Et l'autre chose intéressante sur cette figure, là, vous voyez, il y a un truc qui descend quand même. On se dit non, il y a quelque chose qui est une bonne nouvelle là-dedans. Et effectivement, la résistance à la méticilline a beaucoup baissé. Elle est passée de 30-40% jusqu'à 10% sur cette période-là. Mais ce n'est pas uniquement parce qu'il y a un peu moins de SARM. Vous voyez, les SARM ont un peu baissé en bleu foncé. Mais la proportion de souches sensibles a beaucoup augmenté parce que le nombre de bactériémies à SARM a beaucoup augmenté. Donc c'est un peu un impact des deux. Finalement, le nombre de bactériémies à SARM n'a pas tant que ça baissé. Mais comme celui de bactériémies à SARM a explosé, on se retrouve avec une proportion de souches résistantes beaucoup plus faible. Donc qu'est-ce qu'on peut faire devant cette maladie qui à la fois tue beaucoup, la mortalité c'est entre un quart, les chiffres habituels c'est un quart des patients à 1 mois et un tiers à 3 mois sont décédés, et qui augmente. Et ben, il y a pas mal d'études, je vais essayer de les résumer rapidement. Il y a cette étude de Clinical Microbiology Reviews là, qui avait regardé quels sont les facteurs prédictifs du décès quand on a une bactérie à staph doré. Alors il n'y a rien que vous ne connaissez pas, c'est la qualité et le délai de l'antibiothérapie qu'on va leur proposer, et ils ont bien montré que c'est mieux d'avoir des bêta-lactamines si on a un SAMS plutôt que la vanco, et que parmi les bêta-lactamines, c'est mieux d'avoir soit la céfazoline, soit une spécialisée antistaphylococcique, dont nos fameuses oxacilline, cloxacilline, etc. D'enlever les foyers, bon c'est logique, les cathéters, de drainer des abcès, et de monitorer la durée des bactériémies qui permet de mieux adapter la durée des traitements. Et ça aussi, il y a des études qui montrent que ça marche. C'est-à-dire qu'il faut penser à prélever les modes de contrôle entre J2 et J3. Et c'est aussi la première maladie sur laquelle les infectiologues ont montré qu'ils avaient un intérêt. Donc, des études qui montrent que ça améliore la survie, que ça baisse les coûts, que ça baisse les durées d'hospice. C'est quand on demande aux infectiologues d'aller regarder les dossiers quand il y a des bactériémies à staph doré. Sur l'histoire de est-ce qu'il faut mettre vraiment une bêta-lactamine antistaphylococcique ou la céfazoline quand on a une bactériémie à SAMS, il y a eu 2 études successives qui ont été très convaincantes. Il y a cette première étude qui avait été faite en Israël, une étude assez simple en fait. Ils avaient plus de 500 patients qui avaient des bactériémies à staph doré. Ils ont regardé combien étaient morts à J30 et ils ont fait une analyse multivariée qui permet d'effacer tout ce qui est comorbidité, âge, gravité, etc. Et ce qui montre de manière assez impressionnante, c'est que si les patients ont reçu dans leur antibiothérapie initiale quelque chose qui n'était pas une pénicilline antistaph ou la céfazoline, qui pourtant est efficace sur l'antibiogramme, une C3G c'est censé marcher, puis pétazo c'est censé marcher, ils avaient entre 2 et 3 fois plus de chances d'être morts 1 mois plus tard que ceux qui avaient reçu d'emblée la bonne bêta-lactamine antistaph. Alors, au début, on n'en avait pas pris trop compte, ça n'avait pas changé les recos à l'époque. Et sur une étude française, quelques années plus tard, on trouve exactement la même chose. C'est un truc observationnel, on avait suivi plus de 2000 bactériémies à staph doré. On regarde quels sont les facteurs d'être encore vivant à 1 mois ou à 3 mois. Et c'était exactement la même chose. Donc on avait un quart de mortalité à 1 mois, un tiers à 3 mois.
Donc même, pourtant, c'était que des CHU qui adorent les bactériémies à Staph doré, qui s'étaient portés volontaires pour l'étude, font pas mieux que les autres. Et quand on regarde la mortalité, si on veut ne pas mourir, finalement, il faut avoir reçu comme traitement empirique de première ligne une bêta-lactamine antistaphylococcique ou éventuellement la vancomycine quand c'était des SARM. Sur cette période d'étude, on n'utilisait pas encore beaucoup l'adapto. Du coup, maintenant qu'on sait qu'il y a des trucs qui améliorent la survie, l'étude suivante qui avait été faite par des Espagnols, c'était de regarder est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut améliorer les pratiques. Et donc, ils avaient fait une étude très intéressante. Ils avaient regardé parmi les facteurs pronostiques ceux qu'on peut améliorer en formant les médecins. Et ils avaient essayé d'intervenir. Donc ils étaient passés dans 12 hôpitaux, ils avaient fait des formations spécifiques de tous les prescripteurs en insistant sur tout ce qu'on vient de dire, le choix de la bonne molécule, la durée, la précocité, etc. Et après ils ont regardé si après leur passage de formation, ils avaient amélioré la survie. Et ils sont bien sûr intéressés qu'aux critères pronostiques modifiables, parce qu'on sait que d'avoir 80 ans, c'est pas un bon pronostic, mais ça c'est un truc qu'on ne peut pas changer chez les patients. Et donc, ce qu'ils ont appliqué, c'est d'utiliser précocement les bonnes bêta-lactamines, d'ajuster la vanco sur les taux résiduels pour les patients à SARM qui étaient traités, d'adapter la durée en fonction de la complexité de la bactériémie, de faire ces fameuses hémocultures de suivi qu'on ne faisait pas beaucoup il y a encore 15 ans, mais qui aident quand même vraiment mieux à choisir le traitement, de faire le contrôle de l'infection en enlevant les cathéters et en drainant les abcès, et de faire des échographies quand on a des bactériémies compliquées, donc soit s'il y a une endocardite ou une suspicion d'endocardite, mais aussi si les hémocs sont encore positives après 72 heures, tout un tas de critères qui doivent faire vraiment insister beaucoup pour l'écho cardiaque. Et donc leur étude est jolie puisqu'ils montrent qu'ils ont amélioré tous les paramètres qu'ils voulaient améliorer, simplement en expliquant aux gens, parce que ce n'est pas des trucs très compliqués quand même de demander les MOC systématiques à 48 heures ou de choisir la bonne bêta-lactamine. Donc vous voyez, sur tous les paramètres, ça s'améliore. Et surtout, le plus joli, c'est quand ils ont comparé, toujours en multivarié, en prenant tout en compte, les gens mouraient 2 fois moins, une fois que les hôpitaux qui prenaient en charge les patients avaient été formés sur les 6 critères. Donc ça vaut le coup de s'investir là-dedans. Et ça, c'était une étude espagnole, ce que je viens de vous montrer, mais en gros, on va aller vite parce qu'on est un peu pressé. Mais les Américains ont montré exactement la même chose, de manière aussi spectaculaire, dans leur grosse cohorte des vétérans. Là, donc il y avait, je ne sais plus combien de dizaines de milliers de bactériémies à Staph doré. Ce qui montre, c'est que la mortalité a baissé au fil des années, que les bonnes mesures, notamment la qualité de l'antibiothérapie, la précocité, s'étaient améliorées. Et surtout, là encore, les analyses multivariées montrent que si on a fait les 3 principales interventions qui sont de demander des avis des gens qui connaissent, de faire l'échographie quand c'est indiqué et de choisir le bon traitement pour la bactériémie à Staph doré, ils avaient 3 fois moins de décès. Ils avaient en analyse multivariée. Donc le contrôle coercitif, c'est quelque chose... Et ce papier est aussi intéressant parce que comme c'est une vieille cohorte et que les vétérans ils sont un peu captifs, enfin, ils sont suivis dans un système de santé qui fait qu'on peut prendre des nouvelles 5 ans plus tard, ils avaient des nouvelles des patients 5 ans plus tard et ils montraient que ceux qui avaient eu le droit à une consultation d'infectiologue à l'époque, c'est pas juste qu'on les avait prolongés d'1 ou 2 semaines en évitant les pépins mais qu'ils étaient morts quelques jours plus tard. En fait, ils ont toujours 10% de survie meilleure quand ils ont eu ça, même 5 ans plus tard. Et dernier point sur lequel c'est intéressant de revenir, l'histoire de faire des contrôles systématiques d'hémoculture. Avant, on ne faisait jamais ça. On se disait, on met le traitement, les hémocs vont se négativer, ça ne vaut pas le coup de les contrôler. En fait, c'est une grosse étude, là, ce coup-ci européenne, avec presque 1000 patients, où ils montrent que ceux qui n'ont qu'une journée d'hémocs positifs, donc ils sont négatifs DJ2, ils meurent quand même beaucoup moins. Et que c'est vraiment cette différence entre J1 et J2 qui fait la différence. Parce qu'ils ont regardé après de manière un peu plus simple, ceux qui ont des hémocs positifs à J3, à J4, à J5, à J6, et finalement la mortalité reste à peu près pareille. Donc on a l'impression qu'il y a vraiment 2 catégories de patients. Il y a ceux qui ont du Staph doré qui passent un peu dans les hémocs, c'est souvent des cathéters infectés qu'on enlève et on n'en parle plus. Et puis ceux qui ont une infection qui est bien installée, disséminée, avec beaucoup de foyers, et là on est vraiment dans une autre maladie. Si on parle maintenant des médicaments, donc il y a un débat qui n'est pas tout à fait tranché, mais qu'on est presque sur le point de trancher probablement, c'est est-ce qu'il faut mettre la céfazoline ou la pénicilline anti-staph pour les bactériémies à SARS. Alors il y a un truc qui a freiné l'application universelle de la céfazoline, alors que tout le monde sent que ça passe mieux, qu'on a moins de problèmes avec la tolérance rénale, etc. C'est un truc qui date de 1977, où ils avaient montré que quand il y a beaucoup de Staph doré, ils fabriquent une espèce de bêta-lactamase
qui va détruire la céfazoline et qui fait que quand il y a des très gros inoculums, ça marche moins bien que les pénicillines anti-staph. Et c'est bien montré, là c'est un modèle avec, il mesure les CMI, si on met beaucoup de bactéries ou pas beaucoup de bactéries, et même dans certains modèles animaux aussi c'est montré, mais chez l'homme il n'y a pas beaucoup de données. Et en fait, quand on regarde les grandes études, et il y en a beaucoup depuis les années 2000-2010, parce que comme on a eu pas mal de ruptures de stock de pénicilline anti-staph, on a fini par s'habituer à la céfazoline. Et en fait, toutes les études où ils ont comparé les mortalités, parfois avec des très gros effectifs, hein, jusqu'à 6000 patients parfois, on ne retrouve pas de différence. Et tout récemment, il y a eu 2 études randomisées qui ont comparé les deux, et les deux semblent dire la même chose. Alors les deux ne sont pas publiés. Quand on asticote un peu les investigateurs, on arrive à avoir en fin de soirée, quand ils ont bu un petit peu, ils finissent par nous dire. Donc apparemment, c'est aussi efficace les deux et beaucoup mieux toléré la céfazoline. Donc il y a une grande cohorte australienne qui vient d'arrêter son étude à cause de ces résultats-là. Et puis il y a l'étude française Cloceba qui trouve la même chose. Donc il faut vraiment avoir la céfazoline facile chez ces patients probablement. Pour ce qui est des patients qui restent bactériémiques au-delà de J7, on en a tous de temps en temps ces patients-là. Ça arrive peut-être une fois tous les 3 mois, on a l'impression d'avoir tout fait très bien. Et les hémocs de contrôle, jour après jour, reviennent positifs et les patients ne vont pas bien d'ailleurs. Il y a un truc un peu nouveau qui a été publié en 2020 puis en 2022 qui semble très convaincant et là aussi ils ont confirmé dans les endocardites du lapin qui sont en général un bon moyen de connaître la qualité des antibiothérapies. C'est la combinaison de céfazoline et ertapenem. Donc sans rentrer dans les détails, alors que l'ertapenem n'est pas du tout un bon anti-staphylocoque, mais quand c'est combiné à la céfazoline, ça verrouille les dernières protéines de liaison à la pénicilline. Et là, justement, c'est chez le lapin. Chez le lapin, c'est intéressant parce qu'on peut leur mettre exactement la même maladie avec la même quantité de bactéries, la même endocardite, etc. Et vous voyez, la quantité de bactéries dans les végétations entre ceux qui n'ont pas d'antibiotiques, que la céfazoline, que l'ertapenem ou les deux à la fois, on arrive à faire beaucoup. Donc c'est pas pour tout le monde, hein, on ne veut pas donner des pénem à tout le monde, mais quelqu'un qui est encore bactériémique à J7 avec du SAMS, c'est sans doute la meilleure solution, c'est encore en cours d'investigation. Et pour le SARM, vous connaissez sans doute bien aussi, on a ces mêmes patients, on a tout fait bien, on a l'impression, on a mis les bons antibiotiques, on a mis des combinaisons, on les a opérés s'ils avaient besoin, on a enlevé les cathés, et ils restent bactériémiques. Là, c'est un peu plus vieux, hein, ça fait 15 ans qu'on sait ça, mais dans ces cas-là, il faut mettre une daptomycine, la daptomycine, qu'on combine avec la pénicilline anti-staph, ça peut suffire, l'oxacilline, ce qui est un peu paradoxal parce que c'est pas censé marcher, mais en fait, c'est très spectaculaire. Et là, ce coup-ci, le mécanisme, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas microbio non plus, mais on voit bien dans les courbes de bactéricidie là, que la daptomycine toute seule, ça marche pas mal. Les contrôles, ou bien l'oxacilline, ça ne marche pas du tout, parce que c'est un staph métier. Et pardon, quand je dis la daptomycine, ça marche pas mal, ça marche un peu, mais pas si bien que ça, hein, c'est la barre bleue. Et par contre, quand on met la daptomycine et l'oxacilline, on arrive à tout dégommer. Et là, ce n'est pas une question de PLP, c'est le fait, parce que ce n'est pas la même cible, c'est le fait que les bêta-lactamines modifient la charge ionique de la membrane et que la daptomycine s'accroche mieux sur la membrane derrière. Donc ça, c'était des études un peu chez quelques cas cliniques et puis avec un peu d'expérimental. Mais là, ils ont fait une grosse cohorte avec là encore plus de 200 patients. Ils ont comparé ceux qui avaient que la daptomycine avec ceux qui avaient reçu au départ daptomycine et bêta-lactamine. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que c'est vraiment observationnel. En fait, la plupart avaient des bêta-lactamines parce qu'on ne savait pas quelle était leur bactériémie au départ. Il y en a pas mal qui étaient des infections nosocomiales. Donc les gens étaient traités par dapto plus cefepime d'ailleurs, qui est la première antibiothérapie là-dedans. Et en fait, ils retrouvent exactement la même chose, hein, donc sans rentrer dans les détails, la survie est toujours meilleure dans ceux qui ont eu dapto au départ avec une bêta-lactamine que ceux qui ont eu dapto tout seul. Et pour finir, un tout petit mot sur ce qui va peut-être nous aider à faire des progrès dans la bactériémie à Staph doré, c'est une plateforme internationale adaptative. Ils ont essayé de faire un peu comme dans le modèle du Covid, c'est-à-dire qu'ils montent un gros système où on rentre une seule maladie et en fonction des progrès de la médecine, on change le protocole qu'on applique dans cette population. Vous vous rappelez le Covid, au début on a testé l'hydroxychloroquine et puis après c'était plutôt les corticoïdes et puis après c'était le remdesivir, etc. Dans des grosses plateformes comme Discovery. Et ils sont en train de créer la même chose pour le Staph doré, qui a démarré déjà dans pas mal de pays avec un grand registre. Et puis donc les essais cliniques randomisés que font les patients à l'intérieur, c'est soit le traitement, le backbone, comme on dit dans le VIH, c'est-à-dire la molécule principale, soit le fait de rajouter une molécule, soit les relais Péros, donc beaucoup de possibilités
de randomiser les patients, c'est détaillé là-dedans. Ils ont démarré en flèche, parce que ça a commencé vraiment en 2023 et ils sont déjà à plus de 5000 inclusions. Et donc en France, on va démarrer ça normalement à la fin de l'année. On a réussi à avoir un financement pour ça. Donc on pourra inclure tous nos patients dans cette grande plateforme pour évaluer différents essais qui seront tous regroupés dans la plateforme. Et donc les messages pour finir, en espérant que je n'ai pas trop débordé, c'est quand même se rappeler, c'est une vieille maladie, la bactériémie à Staph doré, mais c'est une vraie maladie émergente. L'incidence a doublé en 10 ans, donc c'est la définition. 80% de mortalité spontanée, donc c'est vraiment bien plus méchant que même la fièvre de la vallée du Rift, qui est beaucoup plus gentille, mais qui fait plus peur quand on entend son nom. On peut sauver 80% des patients si on fait ces 3 trucs-là, c'est qu'on monitoring bien la bactériémie, on éradique les foyers et puis on choisit bien les antibiotiques et on les met rapidement. Et puis les histoires des bactériémies réfractaires, c'est un peu plus spécialisé, mais je voulais en dire un mot. Et ça, c'est ma petite diapo de remerciement. Alors mon chef, il est très occupé avec l'atelier santé sexuelle, là, qui est très, très dynamique, mais en tout cas, c'était un plaisir. Ah oui, tu pourras lui dire. Et toutes les personnes fort sympathiques rencontrées ici depuis quelques jours. Alors, merci Pierre, tu es parfaitement dans les temps, donc c'est impeccable. Juste, moi, une petite question, tant que j'ai le micro. La meilleure antibiothérapie antitoxinique qui est actuellement recommandée? Ah, ça, c'est une question de Polynésie française, là, parce qu'avec toute votre PVL, probablement que clindamycine ou linezolide, ça marche aussi bien sur les données cliniques. In vitro, c'est aussi à peu près pareil. Je pense que si vous avez le choix, ça dépend un peu de ce que vous avez à ce moment-là en pharmacie ou des contre-indications des patients éventuellement. Mais ça doit être à peu près pareil, clindamycine, linezolide. J'ai jamais été un grand fan de la céfazoline pour différentes raisons. Alors, d'abord la tolérance. Moi, en réanimation, ça ne nous a pas trop gêné. Mais ce qui me dérange, c'est que, la céfazoline est un antibiotique qui est extrêmement utilisé en antibioprophylaxie. Et j'ai toujours trouvé ça un peu gênant d'utiliser d'une part beaucoup en antibioprophylaxie et parallèlement beaucoup pour traiter des staphylocoques. Et ça a un spectre plus large que les pénicillines M. Et moi, on m'a toujours appris qu'il valait mieux choisir l'antibiotique avec le spectre le plus étroit sur le germe qu'on voulait traiter. Donc je comprends mal l'engouement pour la céfazoline. Et alors qu'on en mette quand on n'avait plus de PNIM, ok d'accord, on l'a fait comme tout le monde, mais maintenant qu'on a des PNIM, pourquoi continuer? La réponse, c'est des très bonnes remarques. C'est ce qui a beaucoup freiné, je pense, l'application de la céfazoline. Et là, c'est plein d'études observationnelles qui montrent que les gens guérissent aussi bien et qu'il y a moins d'insuffisance rénale. Donc c'était tentant, mais c'était pas très solide. Et là, il y a 2 études randomisées qui viennent de se terminer, dont une qui a été interrompue plus tôt parce qu'ils avaient moins de complications, moins de dialyse et ils guérissaient aussi bien les patients. Donc tout ce que vous dites est vrai, et pourtant, si les patients évoluent mieux avec le médicament qui est censé être moins bien, le problème même du spectre un peu plus large, quand on est face à des maladies qui tuent entre un quart et un tiers des patients, tant pis, on accepte. Mais tout ce que vous dites est vrai. Ouais. Et ça va installer le circuit de la peur. Donc Kevin Diallo, infectiologue à La Réunion. J'ai une petite question très pratique, mais c'est vrai que le topo commence avec les patients colonisés à staph peuvent s'infecter et faire des infections sévères. Une fois qu'on traite une infection sévère à staph, ce qui est embêtant, c'est la récidive. Et je me posais la question de l'intérêt, est-ce que ça a déjà été évalué à distance de la recherche de la colonisation à staph, si elle persistait après le traitement de la forme grave, et est-ce qu'il y aurait un intérêt à rechercher et éradiquer en fait un portage de staph, même familial ou autre, pour éviter une récidive? Ah oui, c'est une très bonne question aussi. Ce qu'on sait, c'est les vieilles études des années 90, je pense. C'est quand on fait une bactériémie à Staph doré, en général, c'est la bactérie qui nous colonisait avant, le plus souvent. Alors, il y a bien sûr de la transmission, mais en général, il y a quand même une phase de colonisation avant la bactérie. Donc du coup, on pourrait avoir envie de décoloniser les gens. Et il y a eu plein d'études là-dessus. Et le résultat, pour le dire court, c'est qu'en général, on les décolonise que peu de temps. C'est-à-dire que quand on recontrôle le nez à 1 mois, ils sont décolonisés. Quand on les recontrôle à 3 mois, ils sont recolonisés. Sans doute parce qu'ils ont des raisons naturelles d'être colonisés. Et du coup, la décolonisation, elle est indiquée que pour se débarrasser d'un SARM, ou d'un PVL d'ailleurs, en se disant, on va remplacer un Staph doré qui est de mauvais pronostic avec un Staph doré qui va être plus sympathique. Mais vraiment décoloniser les gens, ça ne sert pas à grand-chose. Ils se recolonisent après.
Il y a aussi Et quel que soit le protocole, hein, ils ont essayé les douches, les bains de bouche, tout ce qu'on veut. partir directement à la conclusion. Oui, bonjour. Ma question, elle est toute simple. Vous avez dit tout à l'heure au début que souvent, par rapport au furoncle, c'est souvent un Staph aureus. Est-ce que c'est à chaque fois le cas que c'est dû à un Staph aureus, ou bien ça peut être un autre germe? Non, on peut dire que c'est chaque fois le cas. Il y a eu pas mal d'études, alors on trouvera peut-être dans moins de 5% des fois un streptoa, mais c'est vraiment presque tout le temps du Staph aureus. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une question sur le chat. Oui, c'est encore Colline. On t'écoute. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour la présentation, c'était passionnant. Nous, on est confrontés vraiment tout le temps à la question. Et en fait, ma question, c'est par rapport aux atteintes neuroméningées. On a vraiment très souvent le cas en service ou en réa avec des disséminations méningées. Et c'était vrai que moi, j'avais tendance à relayer pour la cloxacilline, pour la pénétration dans le LCR. Mais j'ai eu des échos comme quoi il y avait maintenant une non-infériorité de la céfazoline dans le LCR. Je ne sais pas si vous pouvez nous préciser ça. C'est jamais très agréable de switcher. Donc, c'est aussi une très bonne question. On a tous fait comme toi jusqu'à il y a quelques années. Nos collègues de Nantes ont publié, il y a eu 2 papiers de Nantes et puis je ne sais plus où ils ont profité d'avoir des patients qui avaient des accès faciles à la ponction lombaire, des cathés de dérivation ou des choses comme ça. Et les deux montrent exactement la même chose, c'est que la céfazoline non seulement est au moins aussi bien que la cloxacilline ou l'oxacilline qu'on avait tendance à mettre, plutôt l'oxacilline, mais même probablement un peu mieux. Donc maintenant, ça va être dans les nouvelles recommandations, je pense. Quand il y a une localisation neuroméningée, il faut privilégier la céfazoline. Ce qu'on ne pensait pas du tout avant. Hein. Il a fallu des bonnes équipes de pharmacos qui font des bons dosages. Et j'avais une question sur le... Et on a tendance... Oh, vas-y. Vas-y, tu peux terminer. Non, juste, et c'est parce qu'en fait aussi, on a tendance, c'est vrai, à faire une bithérapie par rapport à... Enfin, surtout pour avoir l'action antitoxinique, donc à rajouter assez facilement de la clindamycine ou du linezolide. Et en traitement intraveineux, je me demande toujours la question de la durée de la maintenir. Enfin, on me la demande, donc je me la pose aussi, de garder cette bithérapie quand l'évolution est favorable sous traitement intraveineux dans les 15 premiers jours. Est-ce qu'on ne peut pas alléger à partir du moment où le patient va mieux? Par exemple à J5 ou à J7? On peut probablement alléger très tôt, hein, parce que finalement, dès que les bactéries arrêtent de se multiplier, elles arrêtent de produire la toxine et il n'y a plus trop besoin. Donc J5, J7, ça me paraît très bien. Ok, merci. Une dernière question. Juste sur le relais, l'éventuel relais Péros, je ne sais pas si vous le faites ou si vous restez sur les 14 jours IV. Il y a une étude, l'étude Sabato, là, qui a montré qu'on pouvait, mais ils avaient vraiment sélectionné les pas graves du tout. Donc ceux qu'on a prévu de traiter que 14 jours, qui ont l'hémoc négatif à 48 heures, qui n'ont pas d'endocardite, et qu'on pas de facteurs de persistance comme un pacemaker ou un truc comme ça, on peut faire des relais Péros. Et dans ces cas-là, clindamycine ou cotrimoxazole ou linezolide, c'est très bien. La guérison, c'est vraiment prétentieux. On est dans un parcours de vie. Donc ça repose principalement... Des furoncles quasiment toute l'année. Qu'est-ce que vous conseillez en termes de médicaments et de traitements? Il n'y a vraiment pas grand-chose. Ce que je conseille, mais je ne sais même pas si ça marche vraiment, mais les patients finissent par être contents, c'est de faire des décolonisations 5 jours par mois répétées. C'est-à-dire avec quel médicament? Ils font à la fois ils utilisent la chlorhexidine aqueuse pour la douche. Au lieu de prendre un savon, ils mettent ça, ils laissent agir 5 minutes, ils rincent derrière. Et pendant ces mêmes 5 jours, ils tartinent avec une pommade qui peut être la fuchsidine ou la mupirocine, matin et soir, les narines. Ça fait baisser la colonisation. Est-ce que ça améliore la situation des furonculoses sur des peaux qui sont très affectées? Je ne suis pas sûr. Mais c'est comme on n'a pas grand-chose d'autre à proposer. Bon, dernière question alors. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant, très synthétique. Je m'interrogeais sur est-ce que tu penses qu'il y a des indications dans certaines situations à des bithérapies initiales d'emblée par céfazoline d'Apto c'est vrai qu'il y a eu... Alors, ce qui est étonnant dans un topo sur le Staph doré, je crois que j'ai vu une fois le mot vancomycine au début, et puis ensuite plus rien, donc ça a quand même beaucoup changé.
Et je sais que même à une époque, on faisait PNIM Vanco, qu'on ne savait pas très bien à quoi s'attendre, la Vanco étant moins bien que la PNIM et la bithérapie. Alors ce qui a changé déjà, c'est qu'on a presque plus de SARM en métropole et dans pas mal de pays. Du coup, on n'a plus cette préoccupation-là. Et que pour les SARM, on commence, même nous, on a longtemps utilisé la Vanco, mais on commence quand même à dire que l'adapto, c'est tellement plus simple que c'est devenu la première ligne dans les endocardites à Staph doré en France, par exemple. Ça a supplanté la Vanco. Et les bonnes raisons de mettre des bithérapies, probablement, il y en a deux. Il y a celle de Erwan, là, c'est quand on a des PVL, il faut mettre un antitoxinique en même temps que le truc principal. Et l'autre, c'est probablement les patients très graves quand même, chez qui mettre de l'adapto plus une bêta-lactamine ou de la Ginta plus une bêta-lactamine. Les réanimateurs continuent à faire ça quand ils voient des chocs septiques. Vous confirmez? Quelqu'un comme Michel Wolf qui a beaucoup travaillé dessus, même quand il voyait toutes les études qui disaient qu'il n'y avait pas d'intérêt, il disait nos patients ils ne sont pas dans ces études-là et nous les 3 à 5 premiers jours on met de la Ginta ou de l'adapto. Merci. À Tahiti, nous on fait beaucoup de bithérapie initiale, justement le temps d'avoir les résultats des MOC et être sûr que ça ne soit pas un métier et prendre du retard en mettant soit de la céphazo, soit de la PNIM. Donc souvent en PNIM ou d'apto, PNIM plus d'apto ou céphazo d'apto initialement. Parce que le PVL, c'est souvent l'information, enfin, à ma connaissance, même en métropole, tu n'as pas d'information en 24 heures, donc c'est une suspicion clinique. La différence, c'est que Tahiti, c'est 70%. On est à 30% de SARM en communautaire, donc c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'impasse sur... Parce que là, on parle de SARM et de PVL. Pour moi, c'est pas forcément exactement les mêmes bactéries, les mêmes patients. Mais nous, nos staffs, qu'ils soient SARM ou SAMS, sont PVL+, donc... le problème, la question ne se pose pas, en fait. Et en métropole, c'est 2%. Donc on n'est pas obligé de les viser. Pour la prise de conscience, parce qu'il y a des personnes qui disent... Pauline qui avait déjà présenté en poster GNI, chez nos diabétiques qui ont des abcès, le germe c'est un SAMS, 95% c'est des SAMS, 95% PVL. Donc ça c'est déjà sur... la situation. C'est un sujet qui passionne beaucoup de monde manifestement.